Salut, c'est Bartholomé, je suis président et le cofondateur de la Chaise Française. On revient aujourd'hui avec un nouveau podcast avec Emery Jacquilla, président et directeur général de Camif Matelsum. C'est un peu dans un contexte particulier qu'on vous offre ce podcast qui va peut-être vous divertir quelques minutes, même plusieurs dizaines de minutes, pendant ce confinement assez terrible. Bon podcast et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou quoi que ce soit qui pourra nous faire avancer sur ce format. À bientôt. Bonjour Emery. Bonjour. Alors merci beaucoup de prendre un peu de temps pour ce podcast du coup qui est notre 4e podcast maintenant. Donc on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant au Make It Happen qui était à l'occasion d'une première campagne de Ulule. Vous faisiez une sorte de concours pour encourager les jeunes entrepreneurs. On avait été français. On avait été finaliste malheureusement, mais on a failli gagner, je pense. Mais c'était déjà pas mal. Et du coup, je voudrais qu'on redémarre sur votre profil comme on fait toujours. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez jeune pour arriver jusqu'à diriger la Camif. Aujourd'hui, il y a 11 ans maintenant, comme vous me le disiez il y a quelques minutes. Donc, commencez par, s'il vous plaît, vous présenter tout simplement. Écoute, moi je suis entrepreneur. J'ai créé ma boîte à l'âge de 24 ans. C'était en 95. J'ai lancé Matelsum qui a commencé par vendre des literies, des matelas de grandes marques par téléphone et puis très vite derrière par internet. Avec une innovation qui était on conseillait le client par téléphone, on le livrait dans les 24-48 heures et après il avait 15 nuits pour essayer sa literie parce que j'ai toujours considéré que c'était pas évident. D'abord que le sommeil est quelque chose de très important. Ouais. Quand on est entrepreneur, on l'apprend vite qu'il faut savoir bien dormir. Ouais, exactement. Et qu'en même temps, c'était pas évident en fait de bien choisir un matelas tout habillé, chaussures aux pieds en allant s'allonger dans des magasins. La meilleure façon de faire, c'est pouvoir l'essayer tranquillement chez soi. Donc j'ai démarré, j'avais pas d'expérience. D'accord. Je connaissais pas grand chose au marché de la literie parce que je sortais de l'école, j'ai fait HEC et j'avais passé 2 ans à New York où j'ai trouvé un concept équivalent que j'ai finalement apporté en France. Et puis j'ai eu la chance de démarrer en septembre 95 et d'avoir les grandes grèves de novembre-décembre. Ah oui, donc c'était, c'est pas le CIP ou quelque chose comme ça? Ah, c'était la retraite, tu vois, ça te rappelle quelque chose. Déjà, ok, c'était déjà la retraite, d'accord. Okay. Et les grèves Juppé et tout ça, et donc j'ai vécu ma première crise d'entrepreneur finalement très tôt. Okay. Je me suis rendu compte de la fragilité de l'entreprise très vite, puisque j'avais dépensé ce que je pensais dépenser en 1 an en l'espace de 2 mois. On ne pouvait plus livrer parce qu'il n'y avait plus de camions pour circuler. On pouvait plus envoyer nos clients ne pouvaient plus nous envoyer de chèques par la poste. Donc ma carrière d'entrepreneur a très mal commencé. D'accord. Mais là, ça faisait combien de temps que vous étiez en activité du coup? 2 mois. 2 mois, d'accord. Au bout de 2 mois, tu as les grèves, les plus grandes grèves depuis mai 68 qui t'arrivent sur la gueule et tu te dis comment je fais quoi. Compliqué. Et j'ai pris ma première leçon d'entrepreneur à ce moment-là. Je me suis dit finalement, à ce moment-là, mon agence d'achat d'espace m'appelle et dit Emery, il faut absolument que tu communiques dans le métro. Alors il y avait des prix très bas parce qu'il n'y avait plus de métro qui circulait. Ouais, bien sûr, donc j'ai acheté 1000 panneaux pour des prix où jamais j'aurais pu me payer une campagne avec 1000 panneaux d'affichage. Et j'ai eu la chance en janvier 96, les métros repartent avec 1000 panneaux, changer de matelas n'est plus un cauchemar. Et moi dessus parce qu'il n'y avait, pas de mannequin pour il n'était pas assez riche pour me payer un mannequin. Et avec mon numéro vert et ça a démarré comme ça. L'aventure Matelsum a démarré en janvier 96 avec ces métros qui repartent et tous les jours. Du coup, finalement, les grèves ont été bénéfiques pour vous. Je remercie chaque jour la CGT parce que sans elle, je ne serais plus là aujourd'hui. Oui, d'accord. On va dire. Non, c'est vrai parce qu'on a trouvé un support qui était excellent. On est resté 10 ans dans le métro et ça a été vraiment le support qui a construit la notoriété de Matelsum pendant des années sur Paris en particulier. Mais alors du coup, comment ça se passait? Les gens appelaient? Alors j'étais en fait dans une pépinière d'entreprise à Suresnes et les gens nous appelaient. Comme aujourd'hui, en fait, on était 3 et on prenait les appels et j'ai appris mon métier comme ça, pouvoir conseiller les gens à travers des questions simples qu'on leur adressait sur leur morphologie, leurs habitudes de couchage, leurs exigences de confort et on les orientait vers le modèle qui nous semblait le plus adapté. Et on prenait des risques parce qu'on s'engageait parce que s'ils n'étaient pas satisfaits du confort, 15 jours plus tard, on reprenait le matelas. D'accord. Donc les fournisseurs avec qui on travaillait, les fabricants français avec qui on a travaillé, nous ont dit mais vous êtes complètement fou, vous allez avoir 25% de taux de retour. Bah oui, bon, on a essayé et puis en fait on n'a pas eu 25% de taux de retour parce qu'on était très bon au téléphone, on
arriver à bien qualifier le problème, la problématique et répondre de manière juste aux besoins du client. Donc c'était de la vente uniquement par téléphone. Est-ce qu'il y avait un site internet déjà? En 95, en septembre, il n'y avait pas encore de site. Et en fait, très vite, dans ma pépinière, j'ai eu la chance d'avoir à côté de mon bureau celui de Corinne Delaporte qui avait créé le journal du net. Et un jour, je vais la voir tout content en disant Corinne, je vais lancer un site Minitel pour compléter mon offre de vente par téléphone. Vous aviez choisi Minitel? Non, mais à l'époque, en 95, le Minitel, c'était un tiers de la vente par correspondance. La Camif, par exemple, faisait un tiers de son chiffre par Minitel. La Redoute, c'est pareil. Et donc, c'était énorme, le Minitel. On a oublié, mais c'était énorme. Moi, j'ai pas oublié. Toi, t'es pas la génération Minitel, mais... elle me dit, mais fais surtout pas de Minitel avec ton petit budget. Tu concentres ton budget, tu regardes, il y a une start-up qui vient de démarrer en même temps que toi aux États-Unis et vend des bouquins en ligne, un petit libraire en ligne, ça, pure player, voilà, digital. Tu fais ça et tu fais du e-commerce. Bon, alors je regarde internet, et puis je fais le premier site de e-commerce de literie au monde. Il n'y avait pas d'équivalent avant que Google existe même. D'accord. On a donc lancé matelsum.com avant que Google existe. Puis arrivé après. Et petite question parasite, à l'époque ça coûtait cher de développer un site internet ou parce qu'aujourd'hui c'est des frais très importants pour les autres. Ouais, à l'époque il n'y a rien qui existait, donc il fallait tout faire soi-même. Donc j'ai pris une agence web qui avait un freelance qui m'a mis un freelance pendant 3 jours par semaine, on l'a fait bosser, etc. Bon, on s'est débrouillé avec nos propres moyens. Et finalement l'agence a fait faillite au moment de l'éclatement de la bulle, on l'a racheté, on a repris tous les personnels pour intégrer la compétence parce que notre métier aujourd'hui c'est un métier on a 2 métiers aujourd'hui, le digital et le durable. C'est les 2 cœurs de métier aujourd'hui de la boîte. Et puis bon, l'activité a vraiment décollé après l'éclatement de la bulle internet où arrivé avec le haut débit, on a pu avoir des pages qui s'affichaient rapidement, du contenu et puis Matelsum a décollé à ce moment-là. Et puis en 2000. Donc là, il y a eu une croissance à chaque année. Très forte croissance, on faisait 100% de croissance chaque année quasiment. Et donc, petites questions, les matelas étaient fabriqués où? Chez les fabricants français en fait, toutes les grandes marques en fait. Epueda, Dunlopillo, Treika, Simons, on prenait chez eux. Et on livrait rapidement, on avait un entrepôt. En fait, après la pépinière, on s'est fait virer parce qu'on avait stocké des matelas partout dans la pépinière, dans les box de parking. C'est vraiment les startups. C'est dans le garage là. D'accord, c'est ça. Et puis on a pris des locaux à Nanterre, on est resté une dizaine d'années à Nanterre. On a développé Matelsum également, on a essayé, on a eu aussi des échecs. Enfin moi je pense qu'on se construit aussi par ça. J'ai essayé Matelsum en Angleterre, je suis resté entre 2003 et 2008, je suis resté sur le marché anglais à Londres et j'ai fermé parce que je ne trouvais pas de modèle rentable et que c'est difficile d'envisager la moindre synergie avec la France parce que j'ai appris à ce moment-là que l'Europe n'existe pas. En Europe du Nord tu dors long et large, en Europe du Sud c'est court et étroit, en Angleterre c'est 152 mètres. Queen size, en France c'est 140-190 et personne ne connaît les Epueda en Angleterre et personne ne connaît Silent Night en France. Donc voilà, t'as compris, il fallait refaire tout, zéro. La logistique, pas de synergie en achat, c'était donc très compliqué. Du coup, j'ai pris la décision de me recentrer sur la France en disant ok, mon marché, ça va être la France. Et par contre, on n'est pas obligé de faire que de la literie. Donc j'avais aussi racheté un site qui vendait du meuble, qui s'appelait meuble.com à l'époque. Super nom de domaine, tu vois, pour être référencé sur Google. Juste pour remettre là, on est en quelle année? 2003. 2003. Donc vous avez une croissance qui continue chaque année et tout ça, et vous vous dites à un moment donné, il faut que je trouve d'autres orientations. Pourquoi En fait, la question de l'orientation s'est faite à partir de 2007, quand on a décidé de fermer l'Angleterre et qu'on a décidé et qu'on a pris conscience aussi qu'avec meuble.com qu'on avait racheté en 2003, c'était post éclatement de la bulle internet, qu'on n'arrivait pas non plus à faire décoller meuble.com malgré un super nom de domaine, un super référencement sur Google et qu'en fait la clé c'est pas ça. La clé c'est d'avoir une marque qui te parle et qui a un positionnement que tu peux assumer, un positionnement qui est différent de ce que tu peux trouver sur Amazon, Cdiscount et compagnie. Sinon, tu es à la merci de celui qui vendra le moins cher et il y en a toujours un qui vend moins cher que toi. Et du coup, tes marges se rognent. Voilà. Et donc, arrive à ce moment-là la chute de la Camif. La Camif, coopérative créée en 1947 par des instituts qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper.
Et c'était la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, c'est ça que ça voulait dire la CAMIF. Ouais. Et là je me dis mais c'est incroyable. En fait là il y a une marque qui est très forte, qui bénéficie d'un attachement de ses clients qui est juste incroyable. On peut entièrement revoir le modèle, le réinventer sur le digital, parce que c'est sûr que si les instituts avaient fait la CAMIF en 2009, ils auraient sans doute pas fait un catalogue papier, mais ils auraient plutôt fait un site internet. Et moi je me dis là c'est l'opportunité de ma vie. Et donc là à ce moment-là la CAMIF, il y a eu dépôt de bilan? Ils ont été en fait au tribunal de commerce et là le président du tribunal de commerce le 27 octobre il a vu le dossier arriver sur son bureau, à 14h le truc était plié. Donc c'était liquidation immédiate. Ah oui, d'accord. Il n'y a même pas eu de période de redressement judiciaire ou tentative. Il y avait un passif de 100 millions d'euros, beaucoup de fournisseurs qui étaient plantés, des clients qui étaient plantés, personnes qui avaient envie de réinjecter. Il fallait remettre 300 millions ou 300 à 400 millions d'euros dans la boîte si on voulait faire une restructuration en profondeur du modèle d'entreprise. Mais je ne jette pas la pierre parce que c'est pas simple. Quand tu as bâti toute ta boîte pendant 50 ans sur un modèle qui est celui de la vente par correspondance, parce que la seule façon en 47 de toucher tous les instituts, il n'y avait pas le Minitel, il n'y avait pas Internet, c'était le catalogue papier. C'est d'ailleurs super innovant. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait les instituts, c'est qu'ils se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper. C'est ça la motivation. Ils ont créé une caisse de solidarité pour se rééquiper. Mais la seule façon de toucher tous les instituts partout en France, c'était le catalogue papier. Et donc, t'imagines qu'en 47, t'as des gens qui achetaient leur matelas par correspondance. C'est vrai que c'est quand même déjà... c'est quand même super innovant. Ouais, ça c'est vraiment... Mais donc, moi, ma conviction, c'est qu'une grande marque, ça meurt jamais, ça reste dans la tête des gens. Que post-liquidation, il y avait une opportunité pour repartir de zéro, en réinventant entièrement le modèle, en repartant sur une plateforme digitale, mais en s'appuyant sur les valeurs et sur les attentes des clients historiques. Il y avait 3 millions de clients qui étaient attachés à cette marque. Donc, mais alors c'est ça justement, est-ce que la CAMIF, avant qu'elle tombe, elle s'était déjà ouverte au grand public? C'était plus que les instituts. Oui, alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a encore 38% des gens qui pensent que la CAMIF est réservée aux instituts. Oui, c'est ça, Alors qu'en fait, c'est ouvert depuis les années 90 à tout le monde. Voilà. Donc tout le monde peut acheter à la CAMIF. Je le dis parce que on peut aller. Pas trop le dire, faut aussi dire la chaise française. Ça. On peut aller sur camif.fr acheter des chaises françaises. Voilà, exactement. Même des chaises françaises de la chaise française. Exactement. On peut le dire. Et donc c'est marrant parce que c'est resté quelque chose un peu ancré dans l'imaginaire autour de la marque. Mais aujourd'hui, c'est une marque qui est la marque engagée dans le secteur du meuble sur deux choses, la qualité, le durable et le Made in France. D'accord. Donc aujourd'hui on est un site qui est, et depuis l'origine en fait, la CAMIF a été créée pour se rééquiper. Donc depuis l'origine, le cœur de métier de la CAMIF, c'est l'équipement de la maison. D'accord. Et donc nous on a recentré l'offre parce qu'il y a eu des diversifications un peu malheureuses qui, au-delà d'Internet, ont conduit aussi à la chute. Recentrer l'offre sur l'équipement de la maison, qui était un secteur que je connaissais bien, donc je me suis dit là je peux apporter des choses, mais avec un parti pris sur revenir sur la qualité, qui était une attente des clients historiques très forte, en misant sur les fabricants français et le durable. D'accord. Et cette proposition de valeur qu'on a remis sur pied en 2000, quand on a réfléchi à si on relance, à quoi on va servir, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça ne servait à rien de relancer la CAMIF pour faire la même chose qu'avant, et ça faisait pas. Il fallait trouver une proposition de valeur qui fasse sens, à la fois par rapport aux attentes des clients historiques, moi par rapport à ma conviction d'entrepreneur qui avait une place pour une marque comme ça engagée, qui apporte quelque chose de différent, parce qu'en gros la grande déjà c'est tôt finalement par rapport au 2008-2009 voilà, c'était encore déjà tôt quoi. C'était super tôt. Il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le style français, il n'y avait pas la chaise française, il n'y avait pas tout ça. Donc mais est-ce que nous ça fait on partie traitait de ringard quoi. C'était la marque était ringarde, le choix du Made in France, c'était les investisseurs qu'on allait voir à ce moment-là, parce qu'il fallait aussi lever des fonds, c'était il y avait un vrai challenge. Alors justement, ça c'est une des questions que je veux. Comment ça se passe? Donc la CAMIF dépose. Comment vous récupérez la CAMIF? Vous récupérez juste la marque? Non, alors moi je mets 5 mois pour gagner la confiance du tribunal de commerce et apporter un projet qui a un impact positif pour Niort. Parce que le vrai sujet, c'était comment recréer des emplois à Niort. Et moi, mon modèle et le modèle d'impact en fait qu'on a mis en place à ce moment-là, il a été dicté sur cette exigence d'avoir un impact positif. D'abord pour Niort sur le territoire, donc on a déménagé Matelsum là-bas.
On a ouvert un centre de relations clients là-bas, ce qui était tout à fait contre la tendance d'aller installer des centres d'appel le plus loin possible pour que ça coûte le moins cher possible. On a ouvert un centre logistique là-bas, on a ouvert une formation e-commerce là-bas. Okay. Donc, tu vois, on a mis vraiment une attention particulière à ce que le projet puisse créer un impact positif. On a recréé 170 emplois à Niort à travers tous les partenaires qu'on a pu faire venir sur le territoire. Et ensuite, ensuite le choix qu'on a fait, c'est de miser sur les fabricants français. Il y en avait beaucoup qui travaillaient déjà à la fois avec Matelsum, d'autres avec Meubles.com, et puis également avec d'autres qui travaillaient pour la Camif avant. Donc on leur a dit, nous, on va relancer la Camif que sur Internet, mais on va miser sur la qualité, sur le Made in France et sur le durable. Et là, on a eu l'oreille attentive des fabricants parce qu'ils se sont dit, il n'y a personne qui fait ça. Et le modèle d'impact qu'on a trouvé a eu aussi, si tu veux, pour conséquence de réussir à réengager la confiance de tous les fabricants. Parce que quand tu te retrouves dans une salle avec 300 personnes qui ont tous perdu de l'argent et que tu dis on relance la Camif, tu passes un mauvais moment, tu vois. Et donc vous avez réussi à récupérer des salariés de la Camif qui auraient pu perdre leur travail On a recruté d'anciens de la Camif, qui notamment toute l'équipe des chefs de produits, qui nous ont permis de recréer les liens avec les fabricants, de les rappeler et de leur dire venez au moins écouter le projet parce que ça fait du sens et vous pourriez être intéressés. Puis en même temps, j'avais aussi tous les fabricants français, l'ameublement, le syndicat de l'UNIFA, à l'époque ça s'appelait l'UNIFA, mais il s'appelle maintenant l'ameublement français, le syndicat des fabricants français d'ameublement, qui m'avait appelé 2 semaines après la chute de la Camif en disant s'il y en a un qui peut reprendre ce truc, c'est vous. Je dis mais je suis déjà allé à Niort la semaine dernière, c'est bon, je suis sur le dossier, je construis le truc. Mais c'était super compliqué parce qu'il y avait des enjeux de marque, il y avait des enjeux de base client, et c'était un dossier compliqué, mais je ne vais même pas rentrer là-dedans parce que j'en ai pour un podcast complet, puis juste pour raconter les 5 mois d'expérience incroyable que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur pour reprendre à la barre du tribunal de commerce une marque comme ça très forte, etc. Et alors, si je remets dans la perspective Matelsum, à ce moment-là, vous Matelsum. Matelsum, pardon, je fais toujours le sommeil. Oui, c'est ça, Matelsum, exactement. La perspective par rapport à ça, à votre marque, c'était pourquoi en fait? Parce que vous auriez pu vous dire non, finalement je continue. Je voudrais savoir pourquoi vous vouliez absolument. Pour moi, c'est très simple. Moi j'avais tenté l'Angleterre, ça n'a pas marché, donc je me suis dit c'est la France. J'avais tenté Meubles.com, ça avait marché moyennement. Et en fait j'ai fait l'analyse qu'il fallait une marque forte, un positionnement différenciant, et arrive une opportunité pour moi, qui est la Camif. Et moi, je suis entrepreneur, donc c'est un projet qui m'excite. Je me dis, c'est le projet de ma vie. Voilà, c'est ça. Il y a un truc et là, ça fait 11 ans que je suis sur le projet de ma vie. Donc, mais du coup, Matelsum a profité aussi de la Camif de ce... En fait, c'est pas qu'on a profité, c'est que grâce à Matelsum, on a pu redémarrer le site 3 mois après. Sinon, si on était vraiment reparti de zéro, ça aurait été compliqué. On n'avait pas les outils, pas les trucs. Il faut imaginer qu'à Niort, tu avais un bâtiment entier de 150 informaticiens pour faire tourner tous les logiciels développés en interne par les gens de la Camif. Parce que c'était une construction historique qui a abouti à un gros marchin qui était plus agile, qui n'était pas possible de bouger. Et vous n'étiez pas de Niort? Pas du tout. Donc vous êtes allé habiter à Niort en plus? Alors, moi je suis revenu un samedi soir, j'étais convoqué un samedi soir par le préfet de Niort, parce qu'il faut savoir que dans ces moments-là, tu as quand même beaucoup de pression politique, tu as des pressions, et puis il faut quand tu construis ton projet, tu vas l'expliquer à tous les acteurs de la région et sans les acteurs de la région, c'est-à-dire sans la communauté d'agglo de Niort, le préfet, la conseil général, la région, on n'aurait pas fait de projet. C'est leur soutien qui a permis, qui a rendu possible le projet. Et donc je rentre, j'étais convoqué le samedi soir à 17h, je rate le dernier train pour revenir à Paris, et le dimanche matin je reviens à la maison et je dis à ma femme, on quitte Paris. On va s'installer à Niort. Mais alors, c'est pour ça que chaque fois que je prends la parole, je remercie toujours ma femme parce que le succès d'un entrepreneur, c'est aussi, tu vois, une famille, un couple qui est solide, parce que accompagner un entrepreneur, c'est pas facile, quoi. Tu vois. Et donc changer de vie hyper rapidement. Donc on a fait un très beau week-end à l'île de Ré. Ensuite, on a fait La Rochelle et j'ai eu le malheur de la laisser entre midi et 2 dans le centre-ville de Niort. C'était compliqué là. Mais bon, on a vécu une super aventure à Niort. Donc là, on est revenu à Paris récemment parce que les enfants ont grandi, que pour les études supérieures, la prépa, les machins, c'était mieux Paris. Et du coup, je partage ma vie entre Niort et Paris. Je suis 3 jours par semaine à Niort et le reste du temps, je suis à Paris. Très bien. Et alors, si maintenant on va plus dans la Camif, du coup, donc vous reprenez la Camif.
comment ça se passe la première étape, j'imagine, l'arrivée sur le marché d'un nouveau Camif, quoi. Première étape, l'étape 0 même en fait, c'est d'abord trouver les moyens pour financer le projet. Parce que c'était un projet qui avait quand même besoin de beaucoup de financement. Il fallait tout refaire, toute la supply chain, tout le système d'information, tout le site internet bien sûr, l'offre, tout ça. Donc c'était quand même, et nous on n'avait pas, sur nos fonds propres avec Matelsum, on n'avait pas les moyens suffisants pour pouvoir, on pouvait faire l'initialisation, mais on ne pouvait pas concevoir de refaire tout le redémarrage sans fonds. Et rappelle-toi que le contexte de 2008, c'était pas super simple, parce qu'après la chute de la Camif, il y a eu celle de Lehman Brothers, entraînée plus petit que la Camif quand même. Entraînée par la faillite de la Camif, la crise financière mondiale, plus du tout de banquier pour financer, c'est terrible, il n'y avait plus aucun banquier pour financer aucune activité, même encore moins des activités entrepreneuriales avec des risques, des facteurs de risque très élevés. Bien sûr. Et du coup, si dans le contexte on a réussi à lever des fonds, est-ce que vous pouvez te dire avec qui vous êtes parti sur le projet? D'abord, oui, bien sûr, c'est officiel. On a cherché des banques pour nous accompagner. Et dans le contexte, les banques étaient hyper frileuses, évidemment. Et si on a réussi à convaincre nos 3 banques de nous accompagner, c'est que on a eu le soutien de tous les acteurs de la région. Donc la région, par exemple, a garanti 95% de nos emprunts bancaires. D'accord, ok. Et ils ne l'auraient jamais fait. Et alors ça a rendu possible les banques. Sinon, on n'avait pas les banques. Mais la région n'aurait jamais garanti ces 95% s'il n'y avait pas la conviction que notre projet aurait un impact positif pour la région, justement. Pour Niort, pour le territoire. Donc ils l'ont fait parce qu'on avait construit le modèle d'impact comme ça. Donc tu vois, c'est intéressant parce que là, il y a un premier lien que j'ai senti de manière assez très vite, instinctive et intuitive, on va dire, qui est que quand tu as un modèle d'impact sur des enjeux sociaux, et c'est pareil sur les enjeux environnementaux, alors il y a plein d'engagements autour qui se créent de toutes tes parties prenantes, de tes fournisseurs. Quand on dit aux fournisseurs on va défendre le Made in France, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc ils disent c'est génial, enfin un acteur qui fait, quand la région dit tiens, il y a quelqu'un qui vient, qui prend un maximum de risques, qui met sa boîte à risques et qui vient à Niort pour recréer des emplois, on va l'aider. Et moi sans l'aide de tous ces gens-là, j'aurais jamais fait le projet. C'est impossible. Complètement. Et en fait ce projet était impossible en fait. Mais ce qui a rendu possible le projet, c'est le modèle d'impact qu'on a mis au cœur du projet en fait, dès le redémarrage. Et c'est pour ça le choix du Made in France, c'était très tôt, c'était pas du tout dans l'air du temps, mais c'était la seule façon de réengager les fabricants français. Et en même temps une façon intelligente de répondre aux aspirations des clients historiques et de répondre moi à ma conviction qu'il y avait une place pour un acteur différent qui apporte pas que du prix le plus bas, toujours le plus bas et toujours le plus loin et toujours le moins cher, mais de la qualité, peut-être du prix plus élevé, mais on l'assume parce que c'est de la qualité, que c'est durable, que c'est fabriqué localement, que ça respecte des normes sociales et environnementales. Tout à fait. Et ça, j'étais convaincu qu'il y avait une place pour ça. Maintenant, il fallait revoir le modèle, revoir la marque, redynamiser tout ça, mais ça a été l'objet des 10 ans. Et donc emprunt bancaire, en partie garantie, et il y a eu des investisseurs aussi, des entreprises? Oui, alors on a en plus des emprunts bancaires cherché à lever des fonds auprès de fonds d'investissement. Et là aussi, impossible, parce qu'on rentrait dans aucune case. On n'était pas du retournement parce que la boîte était liquidée. On n'était pas une start-up parce que j'avais déjà Matelsum. On n'était pas du développement classique parce que là il y avait un risque incroyable. Énorme, bien sûr. Donc en fait on rentrait dans aucune case. Donc, tous les fonds me disaient c'est génial, vous êtes courageux, bravo, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer un des fournisseurs qui avait perdu de l'argent et qui faisait toutes les cuisines pour la Camif avant, quand ils avaient des magasins. Et eux, ils avaient un fonds de famille, c'est la famille Fournier de Mobalpa, qui sont installés dans les Hautes-Alpes, en Haute-Savoie. Et ils ont dit, nous, on pense que dans 25 ans, votre projet pourra réussir, parce que c'est des gens qui ont une vision très long terme, et c'était parfait pour moi, parce que dans 25 ans, Internet aura pris une place sur notre marché qui sera significative. Vous avez un projet qui est purement Internet, ça nous va bien. Et puis on croit à la force des marques. Et là, vous avez une marque qui est quand même très forte. Donc, on vous accompagne. Voilà, ils ont mis l'argent pour, avec les banques, financer les 5 premières années du projet. Puis on a relevé des fonds en 2013. Après avoir fait la reconquête des clients historiques, d'avoir bâti ce modèle d'impact et tout ça.
pour aller chercher des nouveaux clients. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est bien, parce que c'est grâce aux clients historiques qu'on a redémarré. Hein. Donc voilà, stratégiquement au début, vous êtes quand même rebasé sur les clients 100% historiques. des clients historiques. Bien on sûr. a fait zéro pub, on avait juste cultivé la base des clients, la newsletter, des tout petits Il a catalogues fallu les qu'on faire envoyait. passer du classique papier au web. Alors c'était pas simple, on a perdu pas mal à ce moment-là. Bah, j'imagine que quand je croise des clients qui étaient des habitués de la Camif, souvent c'est terrible, mais souvent c'est des retraités. Bah oui, les anciens, oui, c'est des retraités. Ils passent pas en fait, donc ça vous avez dû les perdre, j'imagine. On en a perdu pas mal. En gros, il y avait un tiers des clients qui étaient réceptifs à l'idée de pouvoir acheter un meuble par internet. Les autres, ils voulaient des magasins ou du catalogue. Sauf que le catalogue qui faisait 800 pages et qui coûtait 40 millions d'euros à produire par an, le modèle n'était pas viable. Donc bien sûr, on savait que c'était mort, donc c'était pas la peine d'essayer de refaire la même chose. Bien sûr. Et du coup, mais c'est quand même grâce aux clients historiques attachés à la marque, etc., qui avaient 65 ans d'âge moyen il y a 11 ans, donc tu vois aujourd'hui ils en ont 76, qu'on a pu redémarrer. Okay. Et puis très vite, je me suis dit au bout de 3-4 ans, il faut aller chercher de nouveaux clients parce que sinon mon modèle va mourir avec les clients. Vous êtes entré dans une deuxième phase. Et là, on est rentré dans cette deuxième phase, mais après avoir structuré, tu vois, tout le projet, bien sûr, et on a cherché des fonds. Et là, j'ai la. C'était déjà prévu dans votre tête à ce moment-là, au tout début Tu sais, dans ta tête, tu as ton fichier Excel et puis tu as la vraie vie. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc j'avais un joli fichier Excel, j'avais une belle présentation. Donc il y a eu une. C'est pas facile quoi. Non, c'est pas facile. Un projet entrepreneurial. Bien sûr. Cherche-moi l'entrepreneur qui me dit que c'est facile. Je connais pas, non, bien sûr. C'est compliqué. C'est la réalité. Ça se passe jamais comme tu penses que ça se passe. Après, tu as des fondamentaux et on n'a jamais dérogé de nos fondamentaux. La cohérence du projet, elle est là depuis le début, tu vois. Ça, je pense que c'est ça qui est notre force en fait. La structure. Donc là, du coup, la phase 2, donc vous relevez les fonds. Phase 2, on cherche des fonds. D'accord. Qui arrive à ce moment-là? Mobile Par remet peut-être Non, on met 18 mois pour trouver. Parce que tous les gens qu'on voyait nous disaient c'est bien, revenez nous voir. On était en 2012, on n'était pas encore rentable, donc revenez nous voir quand vous serez rentable. Et j'avais beau leur dire, vous savez, le centre d'appel qu'on a fait installer à Niort, là, on le met à Madagascar, on est rentable. Mettez-le à Madagascar. On vous disait ça? Ah oui, d'accord. Non, vous avez juste rien compris au projet. Quoi. Merci, au revoir. Tu vois, parce que génial, quand tu cherches des fonds, il faut que tu te maries avec des gens qui sont en phase avec tes valeurs. Complètement. Donc, je suis complètement d'accord. C'est pas la peine. Donc, je n'ai pas fait pour travailler. Et donc, j'en ai vu, mais des dizaines et des dizaines des fonds. Donc ça montre quand même que c'est compliqué. En 2012, c'était pas du tout mûr. Et puis, je me dis, on va jamais y arriver. Et là, la personne qui nous conseillait pour chercher des fonds me dit, tu sais qu'on pourrait peut-être essayer quand même, il y a un petit fonds d'impact. C'est tout nouveau, ça démarre. Alors, je dis, c'est quoi les fonds d'impact? C'est des fonds qui justement ont une thèse d'investissement qui misent sur des boîtes qui ont un impact social ou environnemental positif et qui croient qu'un jour, il y aura une corrélation entre la valeur sociale créée ou la valeur environnementale créée et la valeur économique. La rentabilité. Je dis, mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Bien sûr. Je dis, alors ok. Et puis on voit Citizen Capital, qui est un des tout premiers fonds d'impact en France. Et là, Laurence Meignery, c'est des institutionnels qui ont apporté de l'argent à deux entrepreneurs, Laurence Meignery et Pierre-Olivier Barène, qui ont créé ce fonds. Il y a, ça devait être en 2010 ou quelque chose comme ça. Et donc nous, on les voit, on les contacte fin 2012, début 2013. Ils viennent à Niort. Alors la première révélation, c'est eux qui viennent. C'est pas moi qui prends le train à 6h50 le matin. Déjà la démarche est complètement différente. C'est bien, ça, c'est bon signe. Et on passe une journée ensemble et à la fin de la journée, on savait que c'était avec eux qu'on ferait. 3 mois plus tard, on avait l'argent sur le compte. Donc ça s'est passé très très vite. C'est génial. Et ça, ce qui est vraiment chouette, donc, nous on avait besoin d'argent pour aller chercher des nouveaux clients, mais surtout le vrai apport de Citizen Capital, ça a été avec nous de structurer la démarche d'impact. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis sur le chemin de l'entreprise à mission, etc. Ok, d'accord. Parce qu'à ce moment-là, aujourd'hui, donc 3/4 de nos clients, c'est des nouveaux consommateurs, vraiment le switch a été nouveaux, plus jeunes, vraiment inscrits dans cette consommation responsable, qui veulent donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qu'ils trouvent sur le site de la Camif. Parce que les premières innovations qu'on a lancées, c'est de pouvoir rechercher ton produit par critères géographiques, social et environnemental. Ça, personne ne le fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est génial. Je peux acheter, si je cherche un lit et que je habite dans le sud-ouest, je peux voir. Il y a les aides du hameau qui fait de la réinsertion par le travail des personnes handicapées, c'est top. Et puis il fait forêt gérer durablement, génial. Bon, ben voilà, tu poses moins de questions.
Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça redonne du pouvoir aux consommateurs d'utiliser son pouvoir d'achat pour avoir un pouvoir sur l'économie locale et sur les enjeux sociaux et sociétaux et environnementaux. C'est vraiment ça. Bien sûr. Et c'est au cœur du projet de la Camif. D'accord. Et à ce moment-là, donc, se pose la question de, avant d'aller chercher des nouveaux clients, ce qui est important, c'est qu'on sache pourquoi on existe. Autant c'était très clair pour les clients historiques, autant pour les nouveaux, il fallait qu'on comprenne. Oui, bien sûr. Et donc on a fait une rencontre avec l'école des mines, avec des chercheurs, Blanchet-Grestin et Armand Hatchuel, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, qui étaient convaincus, eux, que la société ne pouvait pas se résoudre à être une boîte à partager le profit et qu'elle devait contribuer, elle devait avoir une utilité pour la société, ou elle avait peut-être oublié qu'elle était peut-être utile pour la société en fait. Et donc on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines. Donc on a suivi ce que j'allais dire, vous êtes pratique du théorique. C'est ça, exactement. Et donc on a commencé à se questionner sur la raison d'être de la Camif à partir de 2013. On a constitué un petit groupe de travail qu'on a appelé qu'on a baptisé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu. C'était un petit clin d'œil aussi par rapport à notre activité. Et dont la mission était de définir la mission de l'entreprise de manière collaborative. Donc on a mis beaucoup de temps, parce qu'on a mis 2 ans et demi pour sortir les 2 phrases qui sont constitutives de notre mission. D'accord. Donc il ne faut pas se moquer de nous, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas efficace, mais c'est juste parce qu'on a considéré que c'était un exercice qui valait le coup d'être. Bien sûr, ça c'est une réflexion que j'ai beaucoup, c'est que nous on est tellement petits qu'on est dans le jus permanent de l'entreprise et de l'opérationnel, et je me rends compte à quel point c'est difficile pour une entreprise d'être dans pas des considérations théoriques, mais d'avoir une vision plus à long terme c'est difficile, mais ça coûte de l'argent en plus. C'est difficile, mais c'est indispensable. Et ça coûte pas d'argent, ça coûte du temps. Oui, ce qui est un peu de l'argent. Oui, c'est un peu pareil. Pour nous, une start-up, c'est vraiment le temps. Oui, mais tu vois bien que quand tu démarres ta start-up, tu passes beaucoup de temps en fait. Oui, complètement. Tes 35 heures, tu les fais en 3 jours. Tu vois, un peu comme ça. Donc le temps, tu en as quand même. Et tu peux en dédier. Et en fait, plus tu dédies du temps sur des sujets importants, plus tu joues ton rôle de dirigeant d'entreprise. Oui, bien sûr. Et si tu fais de l'opérationnel, tu joues pas ton rôle de dirigeant d'entreprise. Tu es le plafond de verre de la boîte en fait. Donc, il faut être président et pas Premier ministre. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir les deux, les pieds sur terre et puis la tête dans les nuages aussi, parce qu'il faut voir loin. Oui, bien sûr. Et il faut que tu donnes à tes équipes cette vision, tu la partages. Et donc moi, j'avais pas forcément une vision totalement arrêtée sur la mission de la Camif, parce que je ne me sentais pas légitime presque. Je l'ai reprise, mais je l'ai pas créée. Quand tu es créateur, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi tu as créé la boîte. Tu sais. Maintenant, quand tu le reprends, et en même temps, j'ai trouvé que c'est super intéressant d'avoir le regard de toutes les parties prenantes. Donc on a interrogé des clients, des actionnaires, des acteurs du territoire, des fournisseurs, des collaborateurs de la Camif sur c'est quoi votre vision de à quoi on sert, en quoi on est vraiment utile pour la société. Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs adoptaient les bonnes pratiques de la Camif. Par exemple, on pourrait recréer 20 000 emplois dans le secteur du meuble, parce que en gros, en 20 ans, tu as perdu 20 000 emplois dans le secteur du meuble, parce qu'ils ont été délocalisés de plus en plus loin. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des situations ubuesques. Et de la même manière, on pourrait résoudre une grande partie de nos enjeux sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que sur la moitié de notre bilan carbone à titre personnel, chaque Français émet 11 tonnes de carbone par an, de CO2 par an. Il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc si tu relocalises tes achats, tu contribues à réduire l'empreinte carbone de la consommation française. Et d'ailleurs, je trouve que dans le Made in France, les acteurs mettent beaucoup plus en avant aujourd'hui l'argument de l'écologie, c'est-à-dire de la consommation locale, que l'argument de la réindustrialisation comme on entend. Il y a les deux, c'est ça qui est chouette, c'est que tu as les deux jambes, tu as le social et l'environnemental. Voilà, c'est ça qui est chouette dans le Made in France, c'est que ça résout ces deux équations qui est, on fait pas du Made in France pour être protectionniste, machin, non, on fait du Made in France parce que ça a un impact social positif sur le territoire, c'est quand même important parce que il faut savoir à quoi on a envie que nos territoires ressemblent. On a envie, tu vois, on était au salon de l'agriculture, malheureusement qui a fermé une journée plus tôt à cause du coronavirus, mais on était au salon de l'agriculture pour montrer que quand tu es engagé pour le Made in France, tu es aussi engagé pour toute la filière en amont. Le lin, les bois, les forêts, les céréales, on a des oreillers en céréales. C'est comme ça. Donc c'est chouette de recréer ce lien et de montrer qu'en fait, en favorisant le Made in France, tu favorises un territoire qui est riche. Bien sûr. Dans le sens riche et divers. Tu vois. Bien sûr. Et puis après, tu as l'enjeu environnemental parce que c'est quand même complètement con. C'est notre première campagne de pub après avoir levé des fonds. C'était
un Draous qui a fait 3 fois le tour de la Terre, c'est une vraie connerie. Un Draous qui vient de Cambrai, c'est même pas une bêtise. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a des fabricants de Draous à Cambrai. C'est drôle. Ouais, c'est très bien. Donc oui, l'enjeu environnemental, c'est ces deux piliers. Ouais, bien sûr. Et alors si on revient à la Camif, du coup phase 2. Et donc phase 2. Là maintenant vous en êtes où Là on est à la fin de la phase 2. On a fini la phase 2. D'accord. Et là on est à phase 3. Et alors, la phase 3 c'est l'accélération. Ouais, alors il y a donc vous allez m'expliquer, mais il y a aussi l'émergence de Camif Édition. Oui, ben voilà, c'est la phase 3. C'est la phase 3, ok, allez-y. C'est bien. Non, parce que nous on a suivi ça parce que on est quelque part fournisseur de la Camif. Et donc là il y a un sujet en tout cas. En fait le sujet c'est justement après avoir abouti sur l'exercice de la mission. Donc quand on a inscrit notre mission dans nos statuts, c'était le 17 novembre 2017, ça a déclenché chez nous l'envie d'être à la hauteur des engagements qu'on avait pris. Parce qu'en dehors de la mission qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, ça c'est notre mission telle qu'elle est dans nos statuts aujourd'hui. On a traduit ça en 5 engagements. Il y en a un, c'est dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion. Il y en a un autre, c'est faire de l'économie circulaire notre standard. Et quand tu dis ça, tu dis mais attends, si on attend que nos fournisseurs fassent de l'économie circulaire leur standard, on y sera encore dans 20 ans. Donc il faut qu'on prenne le manche. Il faut qu'on prenne le lead sur à nous d'influencer aussi toute la filière et de devenir acteur du changement, de la transition dans notre filière. D'où projet Camif Édition, où on se dit la meilleure façon de faire, c'est finalement de co-créer avec nos fabricants, avec des experts de l'économie circulaire, avec des designers, des produits exclusifs, originaux et surtout engagés et qui respectent et qui traduisent au fond la mission de l'entreprise au cœur de l'offre. Donc vous n'êtes pas du tout en concurrence avec vos fabricants en fait. Non, pas du tout, on les fait travailler. On n'a jamais été fabricant et n'a pas l'intention de devenir fabricant. Des investissements chez les fabricants, vous êtes allé jusque là ou à titre personnel, je l'ai fait. Quand certains n'allaient pas bien. Je l'ai fait 2 reprises, mais à titre personnel. Je l'ai pas fait à titre pour Camif parce que c'est pas dans la stratégie Camif de faire de l'intégration. Mais il y a aussi peut-être la question, alors peut-être plus maintenant, mais de sécuriser aussi la source, la fabrique. Ouais, mais sécuriser, tu le fais avec des relations de business assez proches. Non, mais je veux dire économiquement, c'est-à-dire qu'il y a là, je vois récemment, il y a encore des entreprises qui coulent, quoi. Donc c'est pas non plus. Mais malheureusement, depuis 10 ans, j'en ai vécu pas mal des fermetures de fabricons. Pour vous, c'est sourcé aussi fabriqué. C'est évidemment toujours terrible parce que en fait, on soutient jusqu'au bout, quoi. Et, même on apporte les commandes qu'il faut, etc. Et puis parfois au tribunal de commerce, on soutient le projet de reprise en disant nous on peut apporter tel niveau de chiffre, tel niveau de commande, mais elle n'est pas assez gros pour peser et pour influencer suffisamment en fait sur le devenir de fabricants qui n'ont pas joué suffisamment la carte de l'innovation, n'ont pas joué en fait les fabricants qui résistent à cette tendance de fond qui est quand même destruction de valeur et aller chercher plus loin, moins cher. C'est ceux qui ont misé et qui ont su miser assez tôt sur l'innovation. Donc sur l'outil industriel, forcément. Sur le design et qui ont diversifié leurs revenus et qui ont été cherchés soit dans des marchés type contract, hôtellerie, etc., soit à l'export, des sources de revenus complémentaires à leur... Et donc ils sont moins dépendants de leur réseau de distribution traditionnel qui aussi en chute libre, etc. Donc tu vois, et en fait c'est cette dynamique chez un certain nombre de fabricants qu'on ressent, et puis il y en a d'autres qui sont moins dynamiques là-dessus. Et en fait le projet Camif Édition, c'est de dire à nos fabricants, venez travailler avec nous, et en fait on participe à dynamiser ou à innover sur des sujets qui sont des sujets d'avenir. L'économie circulaire, c'est clairement un sujet d'avenir, et donc c'est comment on réinvente nos façons de faire, nos façons de produire pour que ça soit soutenable. Et donc on doit passer d'une économie linéaire qui a sans doute 100 ans d'optimisation de toute sa chaîne de valeur à une économie circulaire qui est moins gourmande en ressources, qui utilise davantage de composants recyclés, qui est travaillée pour que la fin de vie soit facilitée. Et il y a des nouveaux business models aussi à inventer autour de cette économie circulaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé Camif Édition, qui est un projet complètement nouveau pour nous et qui est un changement aussi en interne
interne, parce qu'il faut comprendre que nos équipes, jusque-là, elles faisaient un travail de sélection des fabricants selon des critères, qualité, durabilité, français, local et tout ça. Et là, elles doivent accompagner des projets, elles passent de chef de produit à chef de projet. Ouais, bien sûr. Et c'est pas simple, donc ça s'accompagne aussi par de la formation en interne sur l'éco-conception, sur l'économie circulaire, tout ça. Mais c'est passionnant, parce que c'est ça qui rend le projet passionnant. Et alors, moi j'ai une question pour terminer, parce qu'on a été assez long là. Je me rends compte de quelque chose, j'en parlais avec David Soulard des Meubles Gauthier. On voit quand même que l'offre Made in France grandit, je trouve. En tout cas, beaucoup de gens sont sensibles à ça, mais que c'est pas encore un moteur d'achat suffisant et que c'est pas si facile encore. Enfin, moi je sais que je vois que beaucoup de clients veulent acheter Made in France, mais ils passent pas la barre, c'est trop cher. Et vous, comment vous envisagez ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment on arrive à la rentabilité économique? Mais je suis sûr qu'il y a un modèle rentable pour fabriquer en France. Bon, c'est pas que le problème du coût de la main-d'œuvre, par exemple, soit un problème véritable. Le vrai sujet, les vrais freins, quels sont les freins à l'achat du Made in France? Pour moi, il y en a deux principalement. Le premier, c'est un sujet bête, mais c'est l'information. On ne sait pas, quand on va dans un magasin de meubles aujourd'hui, d'où viennent les produits qu'on voit. Bien sûr. Et tant qu'on ne sait pas, c'est quand même super compliqué de favoriser du Made in France. Ouais, complètement. Ouais. Tu vois, nous, une des premières innovations qu'on a lancées, c'est justement de donner, et ça a été primé par l'ADEME d'ailleurs en 2013, la consolocalisation qui permet de localiser les fabricants. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, nous, on fait 73% de notre chiffre d'affaires avec 137 fabricants français, c'est-à-dire on fait 96% en Europe, donc tu vois, on a quand même un ancrage local très fort, mais on est transparent sur l'origine. Ouais, bien sûr. Et avec la Fédération des indépendants du Made in France, la FIMIF, il y a quelques années, on a lancé une campagne collective avec un hashtag CFEU. Ouais, bien sûr. Le CFEU, c'est pour éveiller les consciences chez les consommateurs qu'ils ont le droit de savoir d'où viennent les produits. Et avant d'acheter un produit, il faut qu'ils se posent sa question. Et il faut qu'ils posent la question s'ils n'ont pas l'information. Et s'ils n'ont pas l'information, il ne faut pas qu'ils achètent le produit. Parce que on est en droit, moi je trouve que ça devrait être un droit en fait, de savoir d'où vient le produit et comment il a été fabriqué et par qui il a été fabriqué et dans quelles conditions il a été fabriqué. Est-ce que du coup, vous joignez les labels comme Origine France Garantie? Moi je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça permet d'avoir une labellisation claire sur ça c'est bien. Mais après je comprends aussi, je le vois parmi nos fournisseurs, il y en a plein de fabricants qui n'ont pas les moyens de se payer un label parce qu'il y a une certification, qu'il faut faire venir un organisme certificateur, que c'est compliqué et qu'ils se disent, tu vois, les aides du hameau par exemple avec qui on travaille, qui est un de nos principaux fournisseurs de lits, qui est à Pau, qui fait de la réinsertion par la personne handicapée, OFG il s'en fout complètement, ça l'intéresse pas. Et puis le label n'est pas non plus à un niveau de reconnaissance de la part du consommateur qui est tel que ça mérite. Donc nous, notre principal argument là-dessus, c'est la transparence, à la fois l'information, mais aussi des vidéos reportages au cœur des usines, la transparence sur l'origine des composants, et c'est comme ça qu'on pense que le consommateur peut faire un choix raisonné, libre et favoriser le Made in France. Voilà. Mais est-ce que le consommateur... Deuxième frein, c'est le prix. C'est ça le problème. Alors c'est plus cher, oui c'est plus cher. Mais quand je regarde quel est le profil de nos nouveaux clients, aujourd'hui, les 3/4 des clients de la Camif qui sont des nouveaux clients, ils n'ont pas plus de moyens que les autres. Par contre, ils font beaucoup plus d'arbitrage que les autres sur leur consommation au quotidien. Ils achètent moins, ils n'ont pas forcément le dernier smartphone à la mode, ils achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne. Et ça libère du pouvoir d'achat pour acheter mieux. Parce que consommer moins et consommer mieux, c'est les deux faces d'une même pièce. Et donc, quand ils vont vouloir se payer un bon lit, ou une belle table, ou une belle chaise, ils vont mettre le prix. Oui, c'est ça, exactement. Ils vont mettre le prix parce qu'ils seront convaincus qu'il y a de la qualité derrière, exactement. que ça soutient l'économie locale, que ça fait faire moins de kilomètres, donc il y a des enjeux sociaux, environnementaux, il y a des motivations. Chacun a ses motivations qui lui sont propres. Ça peut être aussi des enjeux de santé. Je sais ce qui rentre dans la composition d'un produit fabriqué en France. Je sais moins quand j'achète une plancha fabriquée en Chine, je sais moins comment c'est fabriqué. Moi, quand elle est fabriquée à Niort chez Eno et qu'elle est Origine France Garantie, je sais que le respect des règles environnementales, des règles de santé, il est là. Et je pense que c'est important aujourd'hui pour les consommateurs. Et donc, tu es prêt à mettre plus cher, parce qu'il faut le dire, c'est plus cher, parce que tu as quelque chose au bout. Par contre, nous, on a fait un plaidoyer il y a 4 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus, sur la TVA responsable, parce qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à aussi vraiment passer à l'échelle sur le Made in France, sur l'économie circulaire, en réduisant l'écart de prix, parce que malgré tout, c'est quand même, ça reste un frein. Et donc, on réclame une TVA réduite sur l'économie circulaire, parce qu'on pense qu'un fabricant, c'est juste aberrant de penser qu'un fabricant français qui respecte l'éco-conception, qui va maintenir des pièces détachées en stock,
pour que le produit soit réparable dans 10 ans, soit taxé de la même manière qu'un fabricant chinois ou un fabricant du Bangladesh qui fait venir sans aucun droit de douane ses produits, qui ne respecte aucune norme ni sociale ni environnementale qu'on s'applique à nous-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on ne met pas sur le même pied d'égalité un fabricant français et un fabricant du Bangladesh. Il y a un gros problème. Il y a aussi moi je pensais quand même, je trouvais incroyable, alors ça je couperais peut-être au montage, mais que l'impôt sur les sociétés d'une entreprise qui importe et qui revend en France est le même. Pourrait y avoir une différence incitative. Il y a plein de choses possibles. Il y a plein de façons. Est-ce que c'est une taxe carbone à l'entrée de l'Europe? Il y a plein d'idées qui ont germé. Nous l'année dernière, on n'a pas eu sur la TVA responsable, on a eu 15 000 signataires à la pétition. J'ai remis les 800 pages des signataires à Nicolas Hulot et il m'a dit c'est pas possible. Premier truc. Ah oui? C'est pas possible parce qu'en Europe on peut pas toucher à la TVA. Je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous on réclame une TVA réduite sur les produits éco-conçus neufs et sur également la réparation. Et tu regardes en Suède, sur la réparation des vélos, ils ont divisé par 2 la TVA. Donc c'est possible. C'est juste une question de volonté politique. Et aujourd'hui, qui détient ou qui verrouille le truc? C'est Bercy. C'est toujours Bercy. Oui, pourquoi? Au nom de l'Europe Parce que ça va, dans leur appréciation, ça va coûter de l'argent, alors qu'en fait, ça va rapporter de l'argent. Ça va faire qu'il y aura plus d'emplois sur la réparation, qui est un secteur où on peut créer des emplois non délocalisables. Ça va faire qu'il y aura plus d'emplois pour les fabricants français parce qu'on va relocaliser nos achats, parce qu'on aura plus intérêt à acheter du fabricant français que du chinois, et que du coup, on va créer de la valeur sur les territoires, et que tout ça, si on faisait l'étude d'impact, elle serait positive, c'est sûr. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, il y a la volonté du citoyen et du politique, et que ça se mette en jeu. Voilà. Donc, est-ce que ça arrivera un jour? J'en sais rien. On a essayé de pousser, ça n'a pas marché. On va réessayer de pousser. L'année dernière, on a réessayé avec Le Bon Coin. On a fait crédit d'impôt économie circulaire. C'est notre idée dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Pourquoi pas? C'est pareil. Ça n'a pas marché, mais moi, entrepreneur, on lâche jamais. Donc, on va continuer. C'est sur ces mots qu'on va terminer parce que on a déjà atteint 45 minutes, donc c'est déjà beaucoup de temps. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là du coup pour ce podcast et à bientôt. Ouais, salut. Encore merci pour votre écoute. On va se débrouiller dans les prochains jours pour faire de nouveaux podcasts que vous allez pouvoir écouter depuis chez vous. Confinement oblige, ce sera sans doute des podcasts à distance. À bientôt.